Camille n'est pas là? Non. C'est bon? C'est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Conseil communal. Tout d'abord, nous allons excuser Isabelle Van Bavel, Aurélie Maréchal et Camille Gigot. Nous allons démarrer par le troisième point, qui est la présentation par la Fondation rurale de Wallonie du calendrier et de la méthode d'élaboration du nouveau programme communal de développement rural. Ok, attends, je vais la voir. On fait au plus vite, mais la clé USB a décidé de nous lâcher, donc on doit aller le rechercher sur le réseau. Je vais la voir. Mais on peut déjà vous dire qu'on est très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci, moi aussi. Et c'est une grande étape qui commence pour la commune de Wallin avec la nouvelle opération de développement rural. Et donc, on va vous présenter une petite présentation qui s'articule en deux parties. On va un petit peu vous réexpliquer qui on est nous, FRW, donc Fondation Rurale de Wallonie. On va vous expliquer comment on travaille et pourquoi on est là avec vous pour cette opération de développement rural. Et on va vous réexpliquer pour ceux et celles qui n'étaient peut-être pas là au début. Je sais qu'on a parmi nous l'initiatrice du premier PCDR. Mais donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, on va réexpliquer quand même brièvement ce que c'est un PCDR, un programme communal de développement rural. Qu'est-ce que c'est qu'une opération de développement rural? Et puis on va focaliser sur Wallin. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines à Wallin? Il va se passer beaucoup de choses. Et donc on compte sur vous aussi pour être relais de toutes ces choses qui vont se passer. En tant que conseiller, conseillère, vous êtes aux premières loges pour pouvoir transmettre cette information-là. Voilà. J'y suis, je dois juste mettre l'écran là. On va pouvoir se Je vais le mettre. lancer. Et alors, on vous propose de faire une présentation, et puis alors après, on fera des questions-réponses, si ça vous va, comme ça, Très bien. il y aura plus de secrets pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Voilà. Ben, merci Marie d'avoir comblé pendant le petit couac. Maintenant, c'est bon, tout est résolu. On y va. Moi, je vais commencer la première partie, donc que Marie a expliqué, par nous présenter, vous expliquer brièvement ce qu'est l'opération de développement rural, et puis Marie prendra le relais pour faire un petit focus sur Wallin. Donc, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Manon Neut et ma collègue Marie Burette ici. Et nous, on fait partie de la Fondation rurale de Wallonie. Donc, vous allez voir beaucoup d'acronymes dans notre présentation. Si jamais il y a quelque chose qui va pas ou vous avez l'impression de lire du chinois, vous nous interrompez et on va essayer d'arrêter d'être biaisé par le boulot qui rentre avec beaucoup d'acronymes. Donc FRW, c'est pour Fondation rurale de Wallonie, ça c'est nous. Et ensuite ODR pour Opération de développement rural. Donc je commence par la Fondation rurale de Wallonie. Qui sommes-nous? Donc nous, on est un organisme privé, indépendant et pluraliste. Et on est en charge de missions de service public. Donc il y a une convention cadre qui nous lie avec la région. Pour réaliser des missions, principalement l'accompagnement des opérations de développement rural dans les communes de Wallonie. On est là pour donc les régions rurales de Wallonie, on encadre des projets économiques, sociaux, culturels, environnementaux, soit. Qu'est-ce que je voulais dire de plus avec cette slide-là? Vous voyez qu'on est beaucoup. On accompagne 130 communes à travers toute la Wallonie. Alors évidemment, ce n'est pas juste Marie et moi qui accompagnons 130 communes. On est répartis en différentes équipes. Et nous, on est dans une équipe qui travaille principalement sur le Brabant wallon. Et il y a une petite photo de notre équipe qui arrive après, donc je vous la présenterai. Nos missions principales. Donc, j'ai parlé de l'opération de développement rural. Ça, c'est vraiment notre mission principale. À côté de ça, on accompagne d'autres missions plus petites missions. Donc, quand le subside biodiversité était encore actif, pour le moment, il est mis en pause pour 2025 et 2026. On accompagnait le suivi et les demandes de subsides auprès de la région du subside biodiversité. On a une petite cellule qui est PBE, donc pour plan bois énergie.
Donc ça, je pense que c'est 2-3 personnes à la fondation qui travaillent sur les réseaux de chaleur et les chaudières à biomasse. On a tout un volet expertise là-dedans. C'est surtout une équipe. Il y a des architectes, urbanistes, spécialistes en patrimoine qui nous appuient, qui nous aident à la relecture et à l'écriture de fiches projets qui vont se retrouver dans les programmes communaux. J'en parlerai après. Et alors le volet interface leader, la fondation accompagne aussi les GAL, donc les groupes d'action locaux. Voilà, on n'est pas dans un GAL pour le moment, mais en tout cas, on les accompagne également. Donc ça, c'est tout un projet européen. Notre rôle maintenant dans l'accompagnement des opérations de développement rural s'articule vraiment en trois grands volets. Le premier volet, c'est animer. Donc nous, on sera là pour animer tout type de réunions, tout le processus participatif, donc les réunions citoyennes, toutes les réunions avec la CLDR. On est aux manettes et on s'occupe de l'animation, des comptes rendus du secrétariat, etc., et de la préparation des différentes animations. Nathalie est heureuse. Nathalie, Ouais. on va la soulager là-dessus. Les réunions de coordination, donc entre la commune, l'auteur de PCDR, ou même avec le SPW quand il faut. Le volet communication, s'assurer que la communication se passe bien, et puis nous on apporte aussi des propositions de communication vers le public et tout ce qui est échange d'expérience. Donc animer, c'est notre première grosse casquette. Ensuite on a une deuxième casquette qui est conseiller, donc avec l'expérience de plus d'une centaine d'agents répartis sur beaucoup de communes depuis beaucoup d'années. On commence à avoir pas mal de méthodologies dans l'élaboration des PCDR, et donc tout ça, il y a beaucoup d'échanges entre nous pour essayer d'avoir une méthode la plus efficace possible pour consulter la population et faire vraiment ressortir ce que le citoyen et les politiciens ont envie d'avoir dans leur commune. On conseille aussi sur tout ce qui est le suivi des conventions en développement rural, donc certains projets qui sont intégrés dans le programme communal de développement rural pourront avoir des conventions, donc des subsides de la région. Eh bien, c'est tout un processus administratif assez complexe. Ben, nous, on en a suivi beaucoup, donc on s'est bien conseillé sur ce sujet-là. Et sur la mise en œuvre des projets, donc quand ils seront activés, on les suit avec vous jusqu'au bout. Et puis, un de nos derniers rôles, c'est de relayer. Donc, on a écrit ici préoccupation du local vers les niveaux supérieurs. Vers les niveaux supérieurs, c'est donc et des citoyens vers vous, les politiciens, et des communes vers le SPW, vers le gouvernement wallon. On a des relations avec eux, des échanges de temps en temps. Donc, qui s'occupe de vous maintenant? Eh bien, Marie et moi. Ça, c'est notre équipe, l'équipe qui s'occupe du Brabant wallon et de 4 autres communes dans le Namurois et en Hainaut. Et je voudrais aussi souligner qu'il y a une petite madame en jaune que vous voyez là, qui est Caroline, qui est l'agent qui travaille beaucoup sur la communication et donc qui nous aide beaucoup. Donc pas mal de visuels qu'on va vous proposer, ça viendra principalement d'elle. Donc c'est important de la souligner aussi. On est basé aux IN, donc dans le parc scientifique réaliste à Jean-Blou. Alors, il y a une convention d'accompagnement qui nous lie, nous et vous, et pour laquelle vous contribuez à hauteur de 12 200 € par an. Et nous, on accompagne la commune du tout début de l'élaboration jusqu'à la fin de la validité du PCDR. Donc, quand le PCDR sera activé, il sera valide pendant 10 ans. On est là du début à la fin. Donc, il y a aussi un auteur de projet, le CREAT, qui connaît très bien la commune. Donc, ça, c'est une grosse force, qui travaillera pour le programme communal de développement rural. Et eux, ils travaillent sur l'élaboration du programme, mais quand le programme sera terminé d'ici 2 ans, après, ils ne travailleront plus avec vous. Mais nous, on vous accompagne jusqu'au bout. Un petit point. Et quand tu seras plus là. Il faudra trouver quelqu'un pour remplacer Nathalie. Oui, sinon, dans cette convention d'accompagnement, nous, on a aussi toute une série d'outils qu'on met à disposition de la commune. Donc, il y a un site internet qui est dédié à l'opération de développement rural, sur lequel se trouvera les comptes rendus des différentes CLDR, les rapports annuels quand il en faudra, donc dans la partie mise en œuvre, et des actualités sur ce qui se passe au niveau de l'opération de développement rural. On le gère. On a aussi des outils numériques qu'on peut mettre à votre disposition. Vous connaissez normalement la plateforme participative, vous l'avez déjà utilisée pour un budget participatif. Eh bien, on peut l'utiliser pour d'autres types de consultations. Et donc, on l'utilisera probablement ici pendant l'élaboration du PCDR, au moins une fois, je dirais. Pas dans le cadre du budget participatif, mais dans le cadre de la consultation citoyenne.
On peut organiser des réunions en hybride quand il faut, par exemple, vraiment le quorum à une réunion. Et ben, il y a la possibilité de l'avoir en combinant présentiel et distanciel. On peut organiser des webinaires, etc. Sinon, j'ai déjà parlé de l'appel à projet biodiversité, je reviens pas dessus, mais on peut aider aussi à la mise en place des budgets participatifs qui sont en lien avec l'ODR. Donc, quand le PCDR est actif, donc le programme a été validé par le gouvernement wallon, si vous en avez envie, vous pouvez faire des budgets participatifs avec complément de subsides de la région. Et nous, alors, dans ce cas-là, on peut accompagner le budget participatif et prendre aussi un relais de l'administration à ce niveau-là. Et puis soutien dans la préparation de la communication de l'ODR, donc lettres d'invitation, articles pour le bulletin communal, affiches, posts pour les réseaux sociaux, etc. Ça, on fait avec donc l'aide de Caroline que je vous ai présentée tout à l'heure. Maintenant que je nous ai un petit peu présenté, je prends un petit pas de recul pour voir si tout le monde a bien suivi ce que c'était qu'une opération de développement rural. Donc, j'ai parlé ODR, j'ai parlé PCDR, donc je répète, ODR, opération de développement rural. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un processus participatif, donc avec les citoyens, mais porté par la commune, qui vise à mettre en œuvre un programme communal de développement rural qu'on appellera PCDR pour raccourcir un peu les phrases, et donc à l'échelle du territoire communal. Donc, c'est vraiment sur l'ensemble de la commune de Wallin. Et le processus, c'est donc, je dirais, environ 12 ans, 2 ans pour l'élaboration et 10 ans pour la mise en œuvre des projets. L'objectif, c'est donc de rédiger ce programme communal de développement rural. Et ça, c'est un outil communal. C'est donc pour un projet global et durable. Et donc, c'est un outil, mais c'est pas simplement un outil supplémentaire qu'on ajoute. Et il se veut vraiment précis parce qu'il y a des objectifs clairs. Il y a toute une stratégie qui sera créée avec les citoyens et avec la commune, et pour arriver, in fine, à avoir des réalisations concrètes, donc environ 30 projets qui seront réalisés, dans l'idéal, dans les 10 ans qui suivent l'approbation. Ces projets, ils peuvent être de plusieurs types. Il y a des projets plutôt dynamiques, qu'on appelle plutôt des projets immatériels. Donc, ils sont plutôt au niveau de la mobilisation. Je prends l'exemple, à mon avis, des produits locaux. Ça doit être ce type de projet-là que vous avez déjà eu. Ça pourrait être mettre en place un marché, même si vous en avez déjà un. C'est ce type de projet-là qui demande pas beaucoup de sous. Et des projets matériels qui, eux, par contre, demandent beaucoup de sous. Et donc, qui peuvent parfois bénéficier de subsides de la région. Donc ça, j'y reviens juste après. Mobilisation, participation. Donc, évidemment, c'est un processus qui est citoyen et communal, et donc il y a une commission citoyenne qui va se créer, qui existe déjà chez vous, c'est la CLDR. Elle sera renouvelée cette année pour la nouvelle opération de développement rural, et donc CLDR pour Commission locale de développement rural. On vous explique un petit peu plus tard plus de détails dessus. Et donc, je disais qu'il y avait certains projets qui pouvaient bénéficier de subsides. Et donc, il y a des moyens financiers. La Wallonie finance certains projets jusqu'à 80%. J'ai mis le tableau après, si jamais vous voulez des exemples pour se rendre compte de quel type de projet est financé comment. Il y a tout un cadre législatif autour des opérations de développement rural. Il y a un décret relatif au développement rural qui a été écrit en 2014. S'en est suivi plusieurs arrêtés et une circulaire en 2021. Actuellement, il y a un nouveau décret-programme qui sera d'application à partir de septembre. Pour le moment, on ne sait pas encore exactement les détails de ce qu'il y a dedans, mais dès qu'on a les informations, on transmet, on en saura plus. Et c'est vrai que c'est très pratique de savoir que il sera d'application à partir de septembre. Ça veut dire que quand on créera les projets, etc., eh bien, on aura déjà les nouvelles règles a priori qui seront présentes. Bon, peut-être pas toutes, mais on espère au moins en savoir un petit peu plus et être un peu moins dans le flou. Donc je disais tout à l'heure qu'il y avait des projets qui pouvaient être financés. Donc il y a des conventions en développement rural qui sont données. Donc les conventions, c'est l'accord entre le gouvernement et la commune pour que la commune puisse bénéficier de subsides de la région. Mais pour bénéficier de ces subsides, il y a tout un parcours administratif qui est assez lourd à respecter. Et nous, on le connaît très bien, donc on est là pour aiguiller et pour aider tout le long du processus. Et donc, il y a vraiment 3 grandes étapes. L'étape de la fiche projet, où on réfléchit au projet. Puis, il y a une première convention faisabilité avec des subsides de 20 000 € qui sont débloqués à ce moment-là pour faire toute une étude du projet. Et puis, une convention réalisation où les travaux peuvent
avoir lieu. Ce panneau, je vais pas vous faire l'affront de vous l'expliquer en détail. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à différents endroits, il y a consultation de la population, information à la CLDR. Donc en fait, tout du long, même quand les projets se lancent, eh bien, ça reste un processus participatif. On continue d'avoir des retours et l'avis des citoyens qui sont demandés. Voilà le fameux tableau des catégories de projets. Donc, vous pouvez voir que certains projets sont financés à 80%, ça descend jusqu'à 60%, mais à chaque fois avec une assiette de subvention. Donc, il y a toujours un taux maximum et donc, en fait, on voit que ce sera pas non plus 80% du total et le reste est pris en charge par la commune, a priori, ou par d'autres moyens normalement par la commune ou d'autres subsides, ouais. Comme on peut. Bon, moi j'ai terminé ma petite explication sur la partie plutôt théorique. Je vais laisser Marie poursuivre avec le concret pour Wallin, sauf si vous avez des questions maintenant qui vous brûlent les lèvres. Sinon, on peut passer aux questions à la fin. On a gardé un petit espace pour ça. Très bien. Ok. Merci. Donc voilà, je vous le disais, vous allez enclencher la nouvelle étape d'un nouveau PCDR à Wallin, d'un nouveau programme communal de développement rural. Que vous allez faire vous en tant que commune, puisque c'est vous qui êtes à la manœuvre. Un PCDR, c'est un outil communal avec toute une série d'acteurs qui gravitent autour, mais c'est principalement un outil qui est porté par la commune. Ça veut dire que c'est la commune en fait qui prend les décisions. Ça, c'est quelque chose qui est très important de bien comprendre dès le départ pour jouer les règles du jeu. Et donc autour de la commune, il y a toute une série d'acteurs, comme je vous le disais. Il y a la commission locale de développement rural qui est formée d'élus et de citoyens, mais il y a aussi la population qui va être rencontrée à plusieurs étapes. Ici bientôt, on va faire un grand tour des villages où la population va être rencontrée. Donc la population est un des acteurs du programme communal du développement rural. Un autre acteur du programme communal du développement rural dont on vous a parlé, c'est l'auteur de projet, le CREAT ici. Son rôle à lui, ça va être d'écrire le programme. Donc lui, il va vraiment avoir cette mission de transformer toutes les idées, toutes les volontés, tous les enjeux, les objectifs qui vont émerger du processus. Ils vont transformer ça en un outil très concret, écrit. C'est une grosse farde avec plusieurs parties. Et leur mission, c'est vraiment ça, c'est de transformer l'essai en un outil écrit. Alors évidemment, on attend d'eux aussi, et souvent ils le font très bien. Ils apportent des idées. Ce sont des partenaires très importants pour l'élaboration. Alors il y a aussi le SPW, donc le service public de Wallonie, avec sa dimension développement rural, qui est un acteur important parce que son rôle à lui va être d'accompagner, mais aussi de contrôler qu'on respecte bien les règles du jeu. Donc, à plusieurs moments, ils vont venir voir comment ça se passe, ou de près ou de loin. Et alors, à la fin du parcours d'élaboration, ils vont donner un avis sur la qualité du travail, sur la manière dont on aura respecté les règles du jeu, dont on aura fait participer la population, etc., etc. Et par la suite, lors de la mise en œuvre du PCDR, le SPW est l'organe qui va faciliter le lien entre la commune et la ministre en termes de subsides et de suivi des projets. Je te fais ça comme vous ça. les connaissez. Élaboration, les enveloppes, c'est plus simple. Oui. Et alors, il y a un dernier acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est nous. La FRW, mais on en a déjà parlé en fait. Donc nous, on est vraiment organisme d'accompagnement. On n'écrit pas votre PCDR, on vous accompagne, on vous aide à faire émerger les idées pour pouvoir les transformer en idées de projet, en quelque chose de très concret. Voilà. Alors, donc un PCDR, ça c'est vraiment deux grosses parties. La vie d'un PCDR s'élabore en deux grosses parties. Une première durant laquelle on va le construire, ce qu'on appelle l'élaboration, et puis une deuxième qui est sa mise en œuvre, et c'est ce que vous venez de terminer actuellement avec votre ancien PCDR. Donc vous terminez la mise en œuvre des projets que vous avez activés les uns après les autres pendant 10 ans. Donc c'est une période de 10 ans pour la mise en œuvre. Alors, lors de l'élaboration, donc c'est ça qu'on recommence. Vous voyez la petite puce qui vous dit, vous êtes ici, vous êtes évidemment au début de la nouvelle élaboration du programme communal de développement rural. L'idée, ça va être pendant 1 an et demi, parfois un peu plus. On va essayer de le tenir en 1 an et demi, mais ça pourrait être 2 ans, de construire ce programme. Et c'est un programme qui est constitué de 6 parties. Eh bien, on va prendre ces 6 parties l'une après l'autre, chronologiquement, pour pouvoir construire ce programme. Et donc, concrètement, on va commencer par une analyse du territoire.
qu'on va venir réchauffer avec l'avis des citoyens. Donc, on va consulter les citoyens pour que eux nous parlent de leur territoire, de la manière dont eux voient le territoire, qu'on va mixer avec la manière dont l'auteur voit le territoire sur base de chiffres, de cartes, de statistiques, pour aboutir à ce qu'on appelle un diagnostic partagé. C'est donc un diagnostic partagé qui reprend les atouts, les faiblesses, les opportunités, les menaces de la commune pour pouvoir faire émerger des enjeux, des objectifs. Donc, on va partir d'un diagnostic pour avoir une vision stratégique du territoire sur 10 ans, et sur base de ces enjeux et de ces objectifs, on va faire émerger toute une série de projets. L'idée, c'est vraiment que des projets répondent à des objectifs qui eux-mêmes répondent à un diagnostic. Donc c'est vraiment, et c'est ce processus qu'on va faire pendant 1 an et demi avec les citoyens, avec la commune et avec les différents acteurs dont je vous ai parlé. Ce qui veut dire que on va pas tout de suite parler projet. Alors évidemment que tous les projets qui vont émerger, on va les garder, on va voir comment ils s'imbriquent petit à petit, mais l'idée c'est vraiment de partir d'abord du constat du territoire. Alors, donc c'est bien à cette étape qu'on en est pour le moment. L'auteur a déjà travaillé, il a déjà écrit une partie d'analyse du territoire, donc dont je vous parlais, une analyse plutôt statistique et analytique du territoire, chiffrée. Et donc, la prochaine étape va être d'aller chercher l'avis de la population. Je vous le disais, on va partir à la rencontre, nous, mais aussi vous, on va partir à la rencontre des citoyens que vous connaissez tous très bien, mais c'est l'opportunité de pouvoir s'opposer pendant une soirée et de faire un peu le point sur les atouts, les faiblesses. Il y en a, il y a toujours des faiblesses. On sait que Wallin est fantastique, je n'en doute pas une seconde, mais il y a quand même toujours des petites choses sur lesquelles on peut continuer à agir, quoi. Et on va aller voir la population pour faire émerger un peu ça en discutant avec eux. Donc ça, c'est ce qui arrive ici au mois de juin. On va vous partager les dates bientôt. Et pour pouvoir ensuite avancer, faire ce diagnostic partagé, les objectifs, les projets, comme il est prévu. Alors, je vais vous parler des prochaines étapes. C'est super clair, en fait, les différentes étapes d'un PCDR. Comme Manon vous l'expliquait, un PCDR, un programme communal de développement rural, c'est cadré par un décret, par des circulaires, par des arrêtés, voilà, par des arrêtés. Ce qui fait que les différentes étapes par lesquelles on doit passer, en fait, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes jusqu'à présent, en tout cas. Ça pourrait évoluer, ça pourrait changer. La manière dont on les met en œuvre sont pas toujours les mêmes, mais les différentes étapes par lesquelles on passe sont toujours les mêmes. Et donc, voici un peu le calendrier qu'on propose et qu'on espère pouvoir essayer de tenir donc dans les 2 prochaines années. 2026, c'est rencontrer la population, c'est faire un diagnostic partagé, c'est construire, composer avec le conseil communal une nouvelle commission locale de développement rural. Donc ça va être l'étape qui va suivre les consultations. Et travailler sur la stratégie de votre PCDR, la stratégie sur les enjeux et les objectifs. C'est vers ça qu'on va pour 2026. Pour 2027, on rentre dans les projets, on les priorise, on les creuse, on les écrit, on les approuve. Donc ça, c'est 2027. Au bout du compte, on approuve l'ensemble du programme, vous, la commission locale de développement rural, le conseil communal, et puis le PAT, pôle aménagement du territoire, qui va vous faire passer un petit examen. C'est une espèce de jury pour défendre le programme. Et puis, au final, il est approuvé par le gouvernement wallon et enclenche la 2e phase de mise en œuvre du PCDR. Alors voici en primeur, en grande primeur, vous êtes les tout premiers à être mis au courant, les 4 dates des consultations de la population qui arrivent ici en juin et qui sont donc prévues le 2 et 3 juin et puis le 15 et le 30 juin. Alors, il est prévu de passer à Wallin, à Tourine, à Nîmes, à Perbais pour rassembler tous les villages, parfois 2 villages ensemble ou 3 villages ensemble, ou hameaux, enfin je sais pas comment vous dites. Village, il me semblait bien. Voilà, alors cette communication va sortir dans le bulletin communal, elle va sortir sur les réseaux sociaux, elle va sortir donc sur des ça c'est la version bâche. Sur des bâches, sur des affiches, sur des flyers, enfin, il y a vraiment une volonté de mettre le paquet en matière de communication parce que c'est ça qui va être un petit peu le gage du nombre de personnes qui va pouvoir venir nous rejoindre dans ces réunions. Alors c'est toujours beaucoup plus chouette et puis ça a beaucoup plus de poids quand il y a plus de monde que quand il y a 9-10 personnes.
ce qui pouvait parfois arriver aux alentours du Covid, c'était plus compliqué. Mais on n'est plus dans le Covid, donc on se relance, on remotive les troupes et on retourne au travail et à la consultation. Je vous cache pas que quelque chose qui marche très très bien pour faire venir les gens aussi, c'est que que vous, les élus, puissiez transmettre l'information aux gens de votre village, du village dans lequel vous venez, et dites, vous pouvez leur dire, ben voilà, il y a quelque chose qui se trame, n'hésitez pas à y aller, venez donner votre avis, c'est important. Vous êtes, je pense, des super relais pour ce genre d'infos-là. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et alors, pour terminer, on en parlait, la nouvelle commission locale de développement rural, on imagine ça aux alentours de septembre-octobre. Mais donc, il va y avoir une période assez longue de candidature. Donc, les gens vont pouvoir remettre leur candidature, y compris les gens de l'ancienne CLDR, ils vont être invités à pouvoir remettre leur candidature. S'ils ont aimé travailler comme ça et qu'ils ont envie de continuer, c'est l'occasion d'avoir aussi des anciens qui connaissent un peu ce qui s'est passé. C'est important aussi, quoi. Donc, cette période, elle va être initiée avec le début des consultations. Donc, dès le début des consultations, les gens pourront remettre leur candidature jusque début septembre, mi-septembre, et la date doit encore être fixée, pour qu'en octobre, le conseil communal puisse adopter, constituer la nouvelle commission locale de développement rural. Alors, pour rappel, une commission locale de développement rural, c'est un organe consultatif qui remet des avis. Donc, c'est pas un organe qui décide des choses. Les décisionnaires, c'est la commune. C'est ça le principe du PCDR. La commune décide, mais la CLDR donne son avis. Et on l'invite à donner son avis. On travaille avec elle pour qu'elle puisse donner son avis. Et donc, elle est chargée, elle est vraiment le moteur pendant l'élaboration de ce travail participatif qui va évidemment être avec la population, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne sait pas faire avec tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec cet organe-là pour avancer dans la constitution du PCDR. Elle peut être constituée maximum de 60 personnes. Alors 60 personnes, c'est vraiment beaucoup. C'est pas toujours une bonne idée de faire une toute grande CLDR, mais donc ça, c'est quelque chose que vous devrez définir, vous, le nombre de gens que vous auriez envie pour votre commission locale de développement rural. Et alors, elle est représentative sans être représentative officiellement, mais l'idée, c'est d'avoir une espèce d'équilibre dans la CLDR avec des hommes, des femmes, avec des gens des différents villages, avec des gens des différentes tendances politiques, avec des gens des différents âges, oui, tout à fait. Et donc, cette constitution de la CLDR, elle se travaille aussi comme ça. On essaye d'équilibrer. Alors, parfois, on sait pas prendre tout le monde, donc on essaye de prendre les personnes qui permettent d'atteindre le meilleur équilibre possible. Et alors donc cette commission, elle a un rôle évidemment de travail dans l'élaboration du PCDR, mais aussi un rôle de relais. Donc c'est important qu'elle puisse discuter avec les autres gens des villages, de ce qui s'y passe, de recueillir les avis, etc., etc. Ce ne sont pas des élus, hein. Donc si, il y a un quart d'élus, 3/4 des citoyens, mais les citoyens n'ont pas été élus par les autres citoyens. Donc, ils n'ont pas cette mission de représenter les autres citoyens. C'est plus des relais. C'est important de bien comprendre que c'est différent. Ce n'est pas un conseil communal du tout. C'est un organe consultatif. Elle est régulée par un règlement d'ordre intérieur. Ça explique les règles du jeu. C'est un règlement d'ordre intérieur qui est le même pour toutes les CLDR. Donc, c'est quelque chose qui vient de la région wallonne. Et normalement, en mise en œuvre du PCDR, c'est 4 réunions par an. En élaboration, c'est un peu plus que ça. On est plutôt autour de 7-8 réunions par an. Parfois un peu plus, il y a des groupes de travail, enfin des choses comme ça. Si les gens ont envie, ils peuvent s'investir un peu plus. Voilà, je pense que j'ai fini. J'espère qu'on a été suffisamment clair et complet, mais n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Je pense qu'il reste quelques minutes, si c'est possible. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Merci, en tout cas c'était très dynamique et motivant. Je pense que ça donne envie de se lancer dans l'aventure. Chouette. Et donc on a hâte de pouvoir s'y mettre avec l'ensemble de la population. L'occasion de vous remercier, de remercier Nathalie pour tout le travail précédent et le travail allégé à venir. Oui. Et alors Anne-Françoise aussi qui est présidente de la CLDR, donc qui sera aussi une figure importante entre guillemets de la mise en œuvre de ce nouvel outil important en tout cas pour nos villages. Voilà. Il y a des questions, des remarques.
Pas plus longtemps. Non, attendez, ça va. Première fois. Voilà, ben vous remercie évidemment pour la présentation. Je vais pas, ça va pas être un scoop, hein, c'est un outil que moi j'adore, que j'affectionne et que je défends particulièrement. Je voudrais commencer d'abord vraiment par, on voit tout ce que vous allez faire comme travail. Et je voudrais quand même redire que ce travail-là, il a été fait notamment par Nathalie sur le premier PCDR. Et je pense que pour ceux qui ne l'auraient pas mesuré, on voit à quel point on va avoir de la chance de vous avoir en accompagnement. Et voilà, pour moi, c'est une démarche qui est incroyablement belle parce qu'elle part évidemment de ce que les citoyens souhaitent pour leur commune et qu'on a la chance d'être une petite commune. Et une petite commune, ça veut dire de la proximité. Et voilà, c'est un outil participatif qui est magnifique. Mais je voulais commencer par saluer quand même tout ce travail qui avait été fait. Et puis, j'ai dit participatif. Autre grand intérêt aussi, c'est évidemment le financement. On sait quand même qu'on est dans une période qui est particulièrement compliquée au niveau du financement des communes, des CPS aussi, des pouvoirs locaux en général, de l'associatif, etc. Et donc, pour moi, cet outil de PCDR, il va aussi pouvoir certainement renforcer non seulement la communication, mais aussi la mise en œuvre de projets, petits, grands, en tout cas, qui vont vraiment contribuer clairement à la convivialité dans nos villages. Donc voilà, j'ai juste une petite question. La composition de la CLDR, est-ce que, donc vous avez bien expliqué, mais on le sait, hein, l'importance du côté pluriel, riche, etc., âge, enfin bon, tous les profils. Est-ce que quand il y a des candidatures, d'abord, est-ce que vous, par rapport à une commune comme Wallin, vous estimez, vous avez dit 60 maximum, mais est-ce que vous estimez qu'il y a quand même un nombre, entre guillemets, idéal de votre expérience, en tout cas peut-être un nombre maximum à ne pas dépasser? Première question. Et deuxième question, sur la composition de la CLDR quand les candidatures sont parvenues à la commune, est-ce que vous remettez un avis par rapport aux différents profils, sur une composition entre guillemets idéal de la CLDR, ou est-ce que c'est vraiment le conseil communal qui va, comme on le fait pour d'autres outils comme la CCATM ou autres, définir un tel et voilà. Voilà. Mais sinon vraiment merci pour votre accompagnement. Je dirais merci à la fin. Non, prends maintenant, au cas où elle ne dit plus après. C'est difficile comme question parce qu'un nombre fixe... Ce qu'on peut faire, c'est vous dire ce qui se passe dans les autres communes. Mais toutes les communes ne sont pas les mêmes, toutes les CLDR ne sont pas les mêmes, et toutes les volontés ne sont pas les mêmes. Il y a des communes où ils décident que eux, leur objectif, c'est de prendre tout le monde. Et donc, ils partent du principe qu'ils prendront tout le monde et qu'ils iront jusqu'aux 60 s'il faut pour pouvoir prendre tout le monde. Il y a des communes qui décident que 60 c'est trop. Moi, je trouve que c'est difficile à animer une CLDR de 60 personnes parce que c'est évidemment plus difficile d'aller chercher l'avis de tout le monde, mais c'est possible. C'est pas un problème en soi. Souvent, les communes ont des CLDR plutôt de 40 personnes. On tourne autour des 40. Mais alors, avec une spécificité que, donc nous, au niveau de la FROE, on propose et on invite les communes à ne plus tenir compte des effectifs et des suppléants. Donc, en fait, dans le décret, c'est quelque chose qui est toujours là. On espère que ça sautera à un moment donné parce qu'en fait, ce côté effectif suppléant n'a pas vraiment de sens dans le sens où il n'y a pas il y a pas vraiment de, et s'il y en a, on les organise. Il n'y a pas souvent de quorum et puis même s'il y en a, on peut pas donner de procuration. Donc ça sert pas à grand chose en fait d'avoir ce système-là. Et on a un système de fonctionnement en général où on essaie de fonctionner avec le consensus le plus possible. Alors parfois c'est pas possible et on passe à des stades plutôt de vote, mais on fonctionne le plus possible au consensus. Et donc plus les gens sont présents, plus ils peuvent venir, mieux c'est. Et puis on sait aussi qu'au fur et à mesure d'une élaboration et puis d'une mise en œuvre, les gens s'essoufflent, il y a des gens qui changent de vie, il y a des gens qui sont moins disponibles, et donc
toujours, le nombre de gens qui viennent diminue petit à petit. Alors, on renouvelle et tout ça, mais il y a quand même toujours une petite quantité de gens qui diminuent. Et un point un peu intéressant avec ça, le fait qu'il y ait des gens, que ça diminue, on se rend compte qu'une CLDR de 60 personnes ou de 40, 30 personnes, au final, il y a le même genre de nombre qui diminue. 20, Oui, c'est ça. 25 personnes, peu importe combien ils étaient initialement. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile de dire une estimation précise. Je pense, moi aussi j'aurais été vers 40. Donc... Mais c'est vraiment à vous de voir et c'est quelque chose que vous pouvez encore décider quand les gens auront rendu leur candidature. Il n'y a pas de... Il y a un point qui me vient quand même, c'est que quand on a une CLDR de 40, si vous faites un quart du conseil, enfin, un quart d'élus stricts, à chaque fois qu'il y aura une démission citoyenne, il faudra refaire un appel à candidature ou en tout cas renforcer les rangs citoyens parce qu'il faut que annuellement, en tout cas, il faut que la composition soit correcte et que ce soit pas plus d'un quart d'élus. Donc, il ne peut pas y avoir 10 élus pour 39 personnes. 29, oui, 29. Oui, fou là là. Alors, pour l'instant, plus beaucoup. Il y a D'élus. d'élus. Parce qu'on a déjà désigné les représentants du conseil 5, communal. 5 fois 2. Ouais, 10 quoi. Et avec 15 membres fois 2. Oui, vous êtes à une CLDR de 40 en fait. Ouais, voilà. Ouais. mais alors Ouais. peut-être la clôture est peut-être pas à 40 tout pile pour avoir une ou deux, trois match, quoi. personnes de citoyens en plus. Ça, c'est un conseil, mais ça vous en faites ce que vous voulez. Oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Vous pouvez faire une réserve. Tout à fait. Et alors, la deuxième question, est-ce que nous, on donne notre avis sur la composition? Alors non. Enfin, la composition, c'est quelque chose qui se travaille en général d'abord en collège, avec l'équipe du collège qui va, elle, faire une proposition au conseil communal. Si le collège nous demande notre avis, on donnera notre avis, mais on ne sait pas donner notre avis sur des personnes. On va plutôt donner notre avis sur est-ce que vous avez bien vérifié qu'il y a autant de chaque village? Est-ce que, oh tiens, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes? Est-ce qu'on peut pas, ce genre de choses-là, on peut vous dire, mais sur les personnes, nous, On les connaît pas. et puis on travaille avec tout le monde, donc, Non, mais, évidemment, voilà. ma question ne peut pas dire. Mais non, on se doute bien. Non, c'est ça, oui. Ah oui, ça, on peut vous aider. En fait, on peut même vous proposer un classement. Enfin, on pourrait, pas un classement, mais on pourrait reprendre les candidatures et les encoder et avoir un système pour voir les trier par village, les trier par genre, les trier par âge. Ben voilà, c'est ça. Déjà pour la C'est ça. CCAT ou la strict. Oui. Et à l'époque, quand je vais s'occuper de la triage à CLD, je fais un tableau femmes-hommes. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Âge, profession. Ouais. Bah, ce sera le même principe. C'est ça. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Merci. Oui, nous on a aussi une petite intervention, donc en tout cas, je vais le redire, mais merci beaucoup, c'était vraiment très très clair, abordable et super motivant. Et on est vraiment content de voir le dossier avancer et de toute la présentation du calendrier qui a été faite pour le nouveau PCDR. Et donc voilà, on voit que le processus il avance dans un délai qui est relativement soutenu et court, donc on n'a pas de questions particulières, mais on espère que vous allez réussir à tenir le rythme tant pour la participation citoyenne que pour vous et que pour l'administration. Donc on imagine que vous avez l'habitude, hein, mais À tenir le rythme? oui. Bah, c'est une de nos casquettes principales, je vous le cache Voilà. pas. On essaye. On fait ce qu'on peut, Et je vais aussi dire que ici on vous a présenté l'idéal. C'est le programme Mais on idéal à n'est vraiment suivre. pas tenu on n'est pas au mois près si on se rend compte à un moment que l'auteur a besoin de un mois de plus pour écrire. Enfin, en fait, c'est une estimation. C'est Ouais. sûr qu'elle va évoluer. Mais bon, on aimerait bien rester dans ce canevas de 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est l'idéal. Après, ça s'essouffle et puis on perd les gens. Et surtout, Mais- tout ce qui se dit 2 ans avant n'a parfois plus tellement de sens 2 ans après. Donc, plus on allonge une durée d'élaboration, moins on colle avec ce qui était prévu au départ. Mais bon, même si on pense à 10 ans, hein, donc il faut essayer de penser à plus que 2 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut essayer de garder un rythme assez soutenu enfin voilà, Pour des résultats. voilà, ouais. Ah bah, merci. Bon, on relayera en tout cas les informations. Merci. Merci. Une question? Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous pour votre beaucoup. attention. Bon travail. Merci, vous aussi. Merci. La motivation y est en tout cas. On sent que ça. Ah, mais ça ne Ça, oui. empêchera jamais chez nous. Vous verrez. Merci à vous et bonne Merci. Bonne soirée et bon retour. Merci.
nous allons passer au premier point qui était l'approbation du PV du précédent conseil communal. Y a-t-il des remarques? C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Deuxième point, c'est avis sur le projet de réforme des provinces. Voilà, ben donc, comme vous le savez toutes et tous, donc le gouvernement wallon a, dans son accord, décidé de faire évoluer de manière importante, puisque l'objectif c'est de supprimer donc non pas les provinces en tant que telles, mais les institutions politiques des provinces, donc à savoir le conseil provincial, le collège provincial. Et ça se traduit de manière concrète ici depuis une décision donc du 18 février 2025. Donc c'est une décision du gouvernement wallon donc qui a fixé ses orientations donc en la matière avec tout un on va dire une ligne de travail avec notamment la demande d'avis aux conseils provinciaux, mais également donc aux conseils communaux. Alors l'objectif qui est défini dans cette note du gouvernement, c'est donc la fin des institutions donc politiques provinciales dès 2030, donc c'est-à-dire donc dès la prochaine mandature. Et avant d'y aboutir, donc il y a toute une série d'étapes qui sont fixées, dont donc l'analyse des missions provinciales, donc c'est-à-dire l'analyse de ce que font actuellement donc les différentes provinces, en essayant d'identifier aussi les particularités donc de chacune des provinces, puisque forcément chaque province ne remplit pas exactement donc les mêmes missions, ne les remplissent pas de la même manière, avec la même intensité, avec les mêmes moyens, et donc c'est ce qui rend bien entendu donc ce travail et ce projet assez complexe. Alors quel est l'objectif? Donc, c'est de dire, en fait, dans ces différentes missions, il faudra identifier les niveaux de pouvoir qui seront les plus adéquats pour les remplir à l'avenir, parce que même si on supprime, entre guillemets, des institutions, il faut bien continuer à mettre en œuvre les missions qui sont réalisées donc actuellement. Donc, l'idée du gouvernement, c'est soit, bien entendu, que ces missions soient reprises par la région wallonne en tant que telle, par la communauté française, ou le cas échéant même peut-être par certaines communes. Et l'objectif du gouvernement, c'est de dire que tout ce qui ne serait pas repris par un niveau de pouvoir existant serait donc géré et réglé finalement donc par une, on va dire une entité résiduaire qui serait composée d'une assemblée des bourgmestres, un peu comme on le retrouve au niveau du conseil de la zone de secours par exemple, où là c'est effectivement déjà donc le cas, c'est une assemblée de bourgmestres qui gère donc la zone de secours. Au niveau du Brabant wallon, on a une seule zone, donc ça coïncide effectivement donc avec le même scope. Avec effectivement, on prévoit donc un bureau composé d'un président, de 2 vice-présidents qui assuraient donc la gestion quotidienne. Et donc ça veut dire la conservation aussi de services à un moment donné, services provinciaux qui seraient donc gérés par cette assemblée de bourgmestres. Alors bien entendu, les autres impacts, c'est la question de la fiscalité, puisque forcément donc le financement des provinces passe par une fiscalité, notamment des recettes additionnelles au précompte immobilier, comme c'est le cas donc chez nous. Donc quand vous payez donc votre précompte immobilier, il y a une partie qui part à la région, une partie qui part à la commune et une partie qui part à la province. Et donc bien entendu, si on supprime l'institution provinciale, en tout cas si on supprime le conseil provincial, il n'y a plus de légitimité démocratique pour lever l'impôt, et donc on doit aussi supprimer bien entendu la fiscalité provinciale. Donc ce que prévoit donc la région pour l'instant, c'est forcément qu'il faudra toujours continuer à financer donc ces missions, et donc ce qu'il prévoit, c'est que la fiscalité provinciale soit reprise par la région. Alors les modalités sont pas définies de manière précise donc à ce stade, et que les niveaux de pouvoir qui récupéraient donc les différentes missions seraient financés au départ de ce financement qui deviendrait régional. Mais ça c'est un point justement qui manque à mon sens encore beaucoup de clarté. Comment effectivement ces impôts vont être prélevés, comment ils vont être rétribués, et dans ce cadre-là, comment on assure finalement une forme de neutralité d'une part pour les différents niveaux de pouvoir, neutralité budgétaire, neutralité fiscale aussi pour les différents citoyens. Alors un point important à noter, c'est que cette réforme, elle nécessite une majorité spéciale au niveau du Parlement wallon, et donc la majorité n'a pas cette majorité spéciale, et donc ça nécessitera qu'elle trouve des accords avec d'autres partis politiques de l'opposition pour pouvoir faire passer donc ce projet.
Alors la note prévoit aussi une consultation populaire régionale pour avoir l'avis de la population et pas seulement donc des entités politiques, mais aussi avoir l'avis donc de la population. Là-dessus, on n'a pas non plus les informations encore concrètes et précises de comment et selon quelle modalité finalement donc cette consultation sera organisée. Alors, de manière très concrète, depuis lors, on a reçu un courrier, donc qui date du 22 décembre 2025. Donc, c'est le ministre des Pouvoirs locaux qui sollicite l'avis des conseils communaux sur justement donc ce projet de réforme. L'avis, il est, le courrier, il est assez succinct en fait, puisqu'il reprend simplement un listing entre guillemets des missions classiques qu'on retrouve dans une province. Ça ne nous aide pas beaucoup finalement quand on voit donc ce listing. Et fort heureusement, il y a eu tout un travail qui a été réalisé donc au niveau et de la province du Brabant wallon et aussi en 27+1, parce qu'on a eu donc une réunion 27+1. Donc pour rappel, donc c'est un organe justement de supracommunalité qui rassemble les 27 communes plus la province, et le gouverneur participe également. Et donc lors de ce 27+1, donc la province a pu nous présenter une analyse très poussée qui a été réalisée donc par les services de la province sur justement les missions chez nous. Donc comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre chez nous, comment est-ce qu'elles sont financées, qu'est-ce que ça recouvre en termes de moyens financiers, de moyens personnels aussi. Donc c'est assez important bien entendu de pouvoir tenir compte de cela. Alors ce travail a été donc très intéressant à prendre en considération. Et sur base de tout cela, on est censé remettre un avis le plus précis possible sur ce qu'on attend de cette réforme. Et en fait, moi je trouve que c'est absolument impossible à ce stade-ci d'émettre un avis très précis disant oui, telle mission, telle compétence, c'est tel organe qui doit le reprendre, c'est tel moyen qui devront aller à tel endroit. Voilà, c'est vraiment beaucoup trop complexe, en tout cas à mon estime, pour pouvoir donc le réaliser de manière très précise. Et donc en fait, lors de ce 27+1, globalement ce qui est ressorti, c'est que l'objectif est plutôt de remettre un avis qui est un peu plus général du coup, mais qui est plus un avis qui remet en avant des principes que l'on souhaite voir suivis donc par le gouvernement wallon, qui tiennent compte bien entendu de modalités techniques qui doivent être précisées, mais aussi bien sûr des particularités de notre province, puisque forcément l'enjeu, le danger finalement, c'est que ce à quoi nous sommes habitués ici en Brabant wallon, c'est-à-dire une province qui offre des services que je trouve donc très importants, qui vient vraiment donc en soutien des pouvoirs locaux et qui a une réelle plus-value donc dans les différentes missions. Le risque, c'est que on est peut-être, je ne dis pas que les autres provinces travaillent moins bien que nous, mais je ne connais pas bien ce qui se passe dans les autres provinces, et en tout cas cette spécificité, elle risque d'être diluée, et le fait qu'on n'ait plus le même niveau de service entre guillemets proposé donc aux communes, mais surtout donc à l'ensemble des citoyens de notre province. Alors ici dans cet avis qu'on vous propose de valider donc aujourd'hui, ça va, ça se passe bien. ça se passe bien. Voilà. Ok. Bon. Je reprends. Donc, l'avis qu'on vous propose, donc c'est un avis qui a été élaboré sur base de modèles que nous avons reçus notamment de la province, notamment de l'avis que le conseil provincial lui-même donc a dû également prendre, n'a pas encore pris, je pense. Donc c'est le projet qu'on a eu, voilà. Cette semaine-ci. Voilà, c'est cette semaine-ci normalement que c'est discuté au conseil provincial. Donc on s'est largement inspiré de ces éléments, en apportant quelques éléments supplémentaires qui nous semblaient importants. Cet avis, il est basé sur le fait aussi, c'est un élément important qui est mis en avant, l'action de la province au sein du Brabant wallon, c'est effectivement de répondre à des besoins prioritaires qui ne sont pas pris en charge par les autres niveaux de pouvoir. Et donc, de ce fait-là, il est difficile de fixer des priorités en disant, effectivement, telle mission, telle action est plus prioritaire qu'une autre, puisque la province, si elle le fait, c'est qu'elle estime que c'est prioritaire pour les besoins de l'ensemble des citoyens de notre territoire. Deuxième élément qui est très important pour nous et qui est repris donc dans cette note, donc c'est que il y a un objectif de neutralité fiscale, donc c'est un des objectifs du gouvernement, il est repris dans leur note, mais forcément, nous, ça nous tracasse de manière assez forte, puisque on a la province avec la fiscalité donc la plus basse.
Et donc forcément, si toute la fiscalité est reprise au niveau wallon et que l'objectif est de générer le même niveau de recettes, on va avoir un alignement donc des taux. Alors pour nous, qui se traduira par une augmentation donc des taux d'imposition portés donc par la région ou même par la commune, parce qu'il est question de faire répercuter donc cette fiscalité donc au niveau communal. Et les autres provinces qui ont un niveau plus élevé, elles bénéficieraient finalement donc d'une diminution de leur taux de fiscalité. Donc forcément, pour nous, ça c'est quelque chose qui ne va pas. L'objectif de cette réforme n'est pas qu'on ait un appauvrissement finalement donc de l'ensemble des habitants de notre province. L'objectif, c'est qu'on garde le même niveau de service avec finalement le même niveau de financement. C'est l'objectif. Autre élément, c'est le fait que, comme on l'a dit, on a une province qui est particulière. Enfin, chaque province finalement donc est particulière. Nous, on se caractérise par on va dire une petite taille en termes de surface, mais donc une forte densité de population, et le fait que on n'a pas de très grande ville. Donc, on n'a pas une ville de plus de 50 000 habitants. Donc, on n'a pas un pôle central comme on pourrait l'avoir et comme on l'a donc dans les autres provinces. Et donc, la réalité est assez différente de ce qu'on peut retrouver donc province de Liège, province de Namur, Luxembourg, enfin chacun a ses spécificités, et donc forcément le fait de rassembler tout cela donc sous une même coupole va amener aussi un risque de ne pas répondre, de ne pas tenir compte finalement de ces spécificités au niveau de notre territoire. Alors, on va pas parcourir l'entièreté donc de l'avis qui vous est proposé. Je propose plutôt de se concentrer sur ce qu'on propose comme décision. Et donc, dans la proposition donc de décision, c'est que l'on demande fermement. Donc, on a ajouté le mot fermement puisque ça nous semble important de prendre en compte nos considérations. Tout d'abord, de veiller à ce que cette réorganisation donc repose sur des évaluations objectives qui démontrent vraiment qu'il y a une vraie plus-value et qu'on est réellement des économies d'échelle. Donc c'est notamment l'objectif qui est poursuivi donc par le gouvernement wallon, mais il faut encore le démontrer. Donc à ce stade, nous on n'a vu aucun chiffre, aucune évaluation vraiment poussée basée donc sur des chiffres réels, sur des évolutions, sur des projections. Il n'y a pas de prospective en la matière, et donc forcément valider la réforme sans voir cela, c'est un peu compliqué selon nous. Deuxième chose sur laquelle nous plaidons, c'est que cette réforme elle se mette en œuvre de manière phasée et qu'on n'aille pas nécessairement donc vers une fin dès 2030 des institutions provinciales, avec effectivement donc la reprise de toutes les compétences de la province. Il y a déjà eu des transferts de compétences par le passé, notamment les voiries provinciales, elles ont été reprises par la région. Ça s'est fait de manière bien analysée. Alors il y a sans doute on aurait sans doute pu mieux faire à certains endroits, mais il y a une analyse, on a vu ce que ça allait donner en termes de moyens, en termes de ressources, et donc il nous semble que au lieu de se fixer comme objectif à tout prix d'y arriver pour 2030, prenons le temps d'analyser de manière posée, objective, et peut-être fixons donc un calendrier qui amènera le transfert progressif des différentes missions que l'on souhaite transférer soit à la région, soit à la communauté. Autre élément que nous proposons, c'est que, c'est en lien avec celui que je viens d'évoquer, c'est de ne pas supprimer directement donc les institutions, mais plutôt de le faire une fois qu'on aura transféré tout ce qu'on souhaite transférer. Ça permet, à notre sens, ça permet de garder des conseils provinciaux, et ça permet donc de garder une fiscalité provinciale, mais d'y aller de manière progressive. Je pense que c'est un élément donc important. Et puis, dernier élément pour lequel on plaide fortement, c'est que le financement de ces compétences reprises soit transféré effectivement donc vers les régions et les communautés, mais que la région et la communauté assurent le financement avec ses moyens propres et que ça n'ait pas d'impact sur, bien entendu, la fiscalité communale, puisque dans certains modèles qui ont été évoqués, il serait question de dire on va augmenter donc les taux de la fiscalité communale pour pouvoir compenser et finalement réduire les dotations du fonds des communes, ce qui permettrait alors à la région wallonne de garder des moyens pour pouvoir financer cette réforme. Nous, ça nous semble totalement inacceptable parce qu'effectivement, ça touche à des mécanismes de financement qui reposent sur des critères qui sont bien précis, particuliers, qui, par ailleurs, le critiquer aussi, favorise certaines communes plus que d'autres. Et puis, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, il faudrait avoir ce calcul de voir ce que l'on perd en termes de fiscalité, à quel niveau on devrait augmenter donc finalement donc la fiscalité communale, et quel niveau de dotation au fond des communes il faudrait. Pour moi,
ça me fait penser un peu à une usine à gaz, et je trouve qu'effectivement c'est un risque que l'on ne peut pas prendre parce que ça peut amener beaucoup de variations et un risque d'instabilité au niveau des finances communales. Donc ce modèle-là, personnellement, en tout cas, moi je trouve qu'il n'est pas le bon du tout, et donc je pense qu'il faut effectivement plaider pour un financement qui soit beaucoup plus maîtrisé et qui soit mis en œuvre de manière progressive. Et donc ça rejoint les points 2, les points 3. Donc voilà ce qu'on vous propose ce soir, c'est effectivement donc de valider donc cette proposition d'avis à remettre au gouvernement wallon. Donc voilà, en conclusion, il y a un objectif qui est fixé par le gouvernement, effectivement. Ok, on peut entendre l'objectif d'économie d'échelle qu'il y a derrière cela, l'objectif de plus grande efficacité, parce qu'effectivement, très certainement, des missions peuvent être sans doute mieux mises en œuvre à un certain niveau de pouvoir que actuellement, de manière répartie donc entre les différentes provinces. Mais d'une part, à ce stade-ci, on n'a pas des éléments chiffrés qui nous prouvent, entre guillemets, cette plus grande efficacité. On n'a pas d'éléments chiffrés qui nous prouvent qu'il y a des économies d'échelle et que finalement, les citoyens vont s'y retrouver. On plaide vraiment pour une réflexion et une mise en œuvre vraiment phasée, qu'on prenne le temps de le faire correctement. Voilà, paraît quand même complexe de se dire qu'en 3-4 ans, on va arriver à finaliser donc une réforme d'une telle ampleur, et on plaide vraiment fortement pour que ça ne vienne pas perturber les finances communales, que cette réforme elle soit financée comme n'importe entre guillemets autre réforme régionale ou de la fédération par les finances des entités qui vont recevoir donc les différentes compétences. Voilà en tout cas ce qu'on vous propose ce soir. Je t'écoute. Oui, globalement, merci pour les explications et globalement, je partage vraiment l'avis qui était énoncé. Je voudrais d'abord en profiter on l'a déjà fait lors des budgets ou des comptes, mais je trouve que le Brabant wallon est effectivement une province, peut-être parce qu'elle est jeune, je ne sais pas, en tout cas la plus jeune certainement, mais qui a toujours montré d'un réel dynamisme, et qu'en tous les cas, sur la commune de Wallin, on a toujours pu bénéficier de soutiens qui se sont chaque fois avérés précieux. Parfois sur des plus petits financements, mais qui venaient ajouter le petit quelque chose qui était nécessaire à la réalisation du projet, et parfois dans des mesures beaucoup plus importantes, comme sur certaines réformes. Donc moi, je voudrais vraiment saluer le travail de la province tel qu'il a été fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu toujours, je trouve, beaucoup d'écoute, de proximité, et tu l'as souligné, une vraie volonté d'être dans des réponses à des besoins. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces, et globalement, je pense que on n'a même pas à faire des comparaisons. Essayons déjà de bien connaître ce qui se passe chez nous. C'est déjà, je trouve, pas évident. Pour moi, ce qui est mis sur la table aujourd'hui, la demande d'avis, elle est effectivement pas possible aujourd'hui. Elle est pas possible aujourd'hui parce que on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'a pas suffisamment d'évaluation financière et on n'a pas suffisamment d'assurance. On sait qu'on a un objectif central, tu l'as dit, qui est un objectif d'économie. Alors moi, je suis désolée, mais alors, je me pose vraiment des questions sur la reprise de certaines compétences. On n'arrête pas de dire la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est exsangue, ok. L'associatif va mal. Les financements des emplois, on est dans en pleine réforme APE. On parle de fusion, de CPS, de communes et tout ça. Enfin, il y a énormément de réformes qui sont en cours et on a vu à quel point si la réflexion n'était pas totalement aboutie, elle était vraiment risque de précarité, mais aussi de manque de financement pour les communes. Donc vraiment que ce soit sur l'accent des citoyens ou sur l'accès ou sous l'accent des communes ou des CPAS. Pour moi aujourd'hui, moi je veux même plus loin en disant ce n'est pas possible de remettre un avis parce que on n'a pas un avis, même si on n'est pas d'accord sur l'avis qu'on rend à un moment donné, mais aujourd'hui pour moi on ne sait pas rendre un avis correct parce que on n'a vraiment pas suffisamment d'informations. Je pense en Brabant wallon à l'enseignement provincial. C'est vraiment un enseignement qui vient compléter l'enseignement, qui a
toute sa plus-value, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on dit que l'objectif est quand même un objectif d'économie, on devra supprimer des emplois, on devra supprimer des services. Comment choisir? On a des intercommunales, on peut les critiquer, mais l'intercommunale sociale du Brabant wallon, on est sur un territoire où on a eu une vraie réflexion sur les intercos. On n'en a quand même pas 10 000 en Brabant wallon. On a une intercommunale sociale, on a une intercommunale économique. Il y en a pas 10 000. Je pense qu'en termes de financement, etc., si on supprime à un moment donné les provinces et tout, pour moi, on n'est pas allé du tout suffisamment loin. C'est pas clair. Alors, sur le fait de remplacer les institutions et le pouvoir provincial par les bourgmestres et par un espèce de 27, même pas plus un du coup, enfin je sais pas, si gouverneur reste ou pas, on verra. Si bon. Oui, voilà, 27-1 peut-être. Mais jusqu'où on va aller à un moment donné sur ce qu'on va demander aux communes. Alors, c'est super. En plus, on leur supprime. Chez nous, effectivement, tu as tout à fait raison. Hein, ça veut probablement dire une augmentation de la fiscalité, parce qu'on a une fiscalité basse avec la province du Brabant wallon. Donc voilà, moi j'irais même encore plus loin parce que pour moi c'est carrément une opposition à la réforme aujourd'hui. Avec ce qu'on a comme information. Moi j'étais conseillère provinciale pendant très longtemps. C'est vraiment un mandat que j'ai particulièrement affectionné et qui m'a permis de me rendre compte de la nécessité de la province en tant qu'institution. Alors, je vais aussi donner mon avis sur une consultation populaire. Alors, je trouve que c'est déjà difficile pour un conseil communal, vu l'état des informations, de donner un avis sur une matière comme celle-là. Alors oui, on peut se renseigner, oui, on peut consulter, etc. Mais imaginons-nous à un moment donné la population se prononcer sur la suppression des provinces. Voilà. En fait, ça dépend comment on tourne les choses. Et comme dans toute consultation, si on dit on va supprimer, donc ça va coûter moins cher. Oui, mais on voit pas l'ensemble des informations. Donc moi, une consultation populaire sur un thème aussi vaste. Je suis sincèrement contre aussi. Et c'est déjà compliqué sur un thème très précis qui concerne une petite partie de la population parce que, on sait bien le libellé de la question, etc. Donc voilà, je partage vraiment ce que tu as dit, mais moi j'irais même encore plus loin dans l'état actuel des choses. Et alors sur le timing, je sais pas où ils sont. Mais mon avis pas en tout cas sur quelque chose qui peut être à un moment donné objectivé. Oui, ok, c'est dans la déclaration. Déjà les 2/3 me semble déjà un peu utopique. Et de toute façon pas comme ça. Je veux dire, oui, je pense que l'institution provinciale, comme d'autres institutions, peuvent mériter des réformes et qu'il y en a certaines qui doivent avoir lieu. Mais en tout cas, la suppression pour moi, c'est non, et pour les raisons que j'ai évoquées. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? D'autres réflexions, non? Oui. Pour le groupe écolo aussi, du coup. Donc, on l'a vu, on a invité à répondre à une question qui est très technique, mais qui cache un enjeu qui est beaucoup plus large. Et derrière cette consultation, on voit bien que c'est la question donc de la suppression des provinces, qui se pose. Et dans ce contexte, je pense que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, c'est difficile de répondre de manière limitée, avec des implications qui sont encore très floues et complexes et avec un manque d'informations précises. De notre côté, on est ouvert à une évolution des provinces, voire à une réflexion de suppression. Mais pour nous, ça doit partir d'une véritable question de réflexion qui est à quelle échelle on organise les services publics pour répondre à la vie réelle et quotidienne des citoyens. Nous, on proposerait plus une réflexion à l'échelle des bassins de vie, puisqu'à Wallin, c'est très concret. Le bassin de vie ne coïncide pas toujours avec les limites provinciales qui ont été fixées il y a quand même longtemps. Pour citer qu'un exemple, on sait qu'il y a beaucoup de Wallinois qui vont par exemple à Gembloux pour les commerces, la gare, etc. Et donc c'est pourquoi pour nous la réflexion elle devrait être menée vraiment de manière plus globale aujourd'hui avec des analyses solides, notamment sociologiques, et pas uniquement sur base des structures qui existent déjà. Et donc pour le moment, pour nous c'est encore incomplet parce qu'on parle de transfert des compétences, mais comme vous l'avez dit,
on ne sait pas exactement ce qu'il en vient des moyens financiers, des finances, pareil pour les moyens humains, le personnel, etc. Tout ça est encore imprécis. Donc évidemment, on peut pas transférer ces missions sans se poser toutes ces questions. Nous, on pensait également réfléchir au rôle des intercommunales qui exercent déjà de nombreuses missions à l'échelle supracommunale. Donc c'est quand même une réflexion importante à avoir et à les intégrer dedans. Et donc pour nous, il y a aussi un enjeu démocratique qui est majeur et qui est pas repris ici dans la décision qui est proposée ce soir. C'est le scénario du collège des bourgmestres qui pose quand même question, puisque les personnes n'auront pas été élues expressément pour ce rôle. Il n'y a pas de débat public, il n'y a pas d'opposition. Donc pour nous, il y a quand même un manque de transparence dans ce collège des bourgmestres. Donc c'est un recul démocratique qu'on peut pas soutenir à l'heure actuelle. Et donc, il y a trop de zones d'ombre qui subsistent, donc pour les institutions provinciales existantes, pour la composition du collège des bourgmestres, sur les impacts financiers, sur l'organisation globale des compétences. Donc, pour nous, ça arrive trop tôt. Ça manque d'une vision globale. Et donc, on est ouvert au débat, mais pour le moment, on ne sait pas se positionner concrètement et répondre à la demande qui est faite. Voilà. Bah, Est-ce oui. qu'on pourrait, dans ce qui est transmis à la région, rajouter des considérations qui sont que des considérations, on est bien d'accord, mais je trouve que si on demande une consultation, on n'est pas dans un vote, on n'est pas là-dedans. Si on demande une consultation, ce serait intéressant que l'ensemble des remarques qui ont été faites aujourd'hui puissent être reprises en disant voilà ce qui était débattu au conseil communal. Après ça, ils en font ce qu'ils veulent. Et enfin voilà, j'ai pas beaucoup d'illusions, mais c'est quand même pas un point, je veux dire habituel, tu vois. Non, pas du tout. Mais techniquement, on peut toujours ajouter soit les positions que vous évoquez. Ouais, je trouve que ça vaudrait la peine. Donc c'est faisable. Il faut simplement nous la. En tout cas, nous, on a déjà rédigé notre écrite. position, donc on peut la transmettre. Et par donc mail, on l'a déjà fait pour d'autres points, je pense. Donc on peut intégrer les interventions des différents membres. Mais voilà, il faut juste simplement nous transmettre cela, en sachant qu'on doit nous transmettre cet avis pour le 1er mai, non? 1er mai, je pense. Voilà, donc on a un petit peu de temps quand même. Mais si tout le monde est d'accord sur le principe, je vais réécouter Pardon? Je vais réécouter Canal Soul. Voilà. Pas de souci de principe, en tout cas pour ma part. Si tout le monde je est pense que dans ce d'accord, cas-ci, en tout cas, d'intégrer les avis des différentes personnes. Ouais. Maintenant, ça rejoint quand même pour beaucoup. Voilà, on demande un avis. Enfin, on propose un avis, mais en fait, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas une réponse précise à la demande qui est faite, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas en mesure de donner une réponse très précise. Donc ici, c'est plus des rappels de principe, ce qui nous semble minimum finalement à respecter pour qu'on puisse aller vers quelque chose de différent. Et donc effectivement, faire évoluer les institutions, c'est une bonne chose. Se poser la question de quel niveau de pouvoir est le mieux à même de mettre en œuvre différentes missions, différentes compétences, c'est une très bonne chose. Mais en l'état, voilà, nous poser une demande d'avis de manière comme ça, venant de nulle part, je pense que c'est pas possible. Donc c'est bien de nous demander l'avis, mais voilà, c'est impossible de remettre un avis précis à ce stade-ci. Voilà, donc ce qu'on vous propose effectivement, donc c'est de valider alors ces principes et si tout le monde est d'accord sur l'idée d'intégrer donc les avis des différents groupes, en tout cas qui sont prononcés. T'es bien d'accord? On pourrait aller dans ce sens-là. Ouais. C'est parfait. Ok, merci beaucoup. Merci. On passe au 4e point, qui est la promesse de vente d'une emprise au sein d'une parcelle de terrain 6 rue Faux-de-Vaux en vue de la création des 2 bassins de rétention. C'est la suite, en quelque sorte, du point qu'on avait présenté la fois passée. Donc c'est la dernière partie dont on a besoin pour pouvoir mettre en œuvre finalement donc ce projet important pour le quartier de Spech, donc qui est l'aménagement de 2 bassins de rétention. Donc pour rappel, un bassin de 794 mètres cubes d'un côté et de 309 mètres cubes de l'autre, qui sont censés récolter donc les eaux chargés de boue, malheureusement, la plupart du temps, qui viennent des 2 rues, donc Bâti-du-Chêne et Fond-de-Vaux. Et donc ici, il manquait donc une petite parcelle que vous allez voir ici donc sur le plan. Donc il y a la parcelle en rouge qui est destinée à pouvoir recevoir finalement la canalisation, si on veut, des eaux qui viennent de la rue Fond-de-Vaux.
Et donc, pour pouvoir aller jusque au bassin de rétention, on a besoin effectivement d'avoir la propriété de cette parcelle sur base donc du projet qui a été validé et qui a fait l'objet d'un permis délivré. Et donc, il y a eu discussion avec les propriétaires donc de la parcelle entourée en bleu, sachant que cette parcelle est en zone urbanisable, et donc ce qui explique le prix, bien entendu, qui est convenu. Et donc, c'est un prix de 27 015,34 € pour être précis, qui permet à la commune de devenir propriétaire de cette parcelle et donc de mettre en œuvre les travaux pour réaliser donc ces 2 bassins de rétention. Tout le monde est d'accord? Pour rappel, enfin, j'avais dit l'autre fois, mais donc ce n'est pas nous qui négocions en direct avec les propriétaires. On travaille avec le comité d'acquisition qui est bien entendu outillé et apte à ce type de négociation et qui conviennent alors des montants avec les personnes concernées. Donc justement à cet égard, vous avez dans vos fardes quelques petites corrections qui nous sont demandées par le comité d'acquisition justement, afin que la promesse de vente qui vous est soumise ne soit pas simplement actée, mais soit acceptée. Et alors certaines précisions quant à aux éléments qui sont pris en compte dans le montant, à savoir non seulement la limitation de l'accès au sol de la parcelle, mais aussi la diminution de la contenance et la nouvelle configuration de cette parcelle. Et alors quelques petits éléments d'ajustement concernant le rôle du comité d'acquisition par rapport à la passation de l'acte authentique relatif à la vente future et le mandat donné au commissaire instrumentant du comité d'acquisition. Tout le monde est bien d'accord? C'était très supplémentaire par rapport au budget initial que vous avez présenté pour les 2 bassins, ou c'était prévu dès le départ? Non. Bah, c'est des frais supplémentaires. C'est des frais en plus des frais les montants qu'on a évoqués par le passé, c'est des montants pour les travaux. Oui. Donc ici, forcément, c'est autre chose. Mais on a dans le budget, déjà depuis plusieurs années, donc une ligne pour justement tout ce qui est acquisition de droits, qu'il s'agisse d'acquisition complète de parcelles ou de droits de superficie. Et donc ces budgets sont prévus au budget annuel, bien entendu. Ah oui. Ouais. Merci. Et juste en profiter pour donner l'information. Donc ici, donc on avance bien donc sur ce projet, mais il y a un projet qui lui se concrétise et qui va se concrétiser, c'est celui des 2 bassins de rétention à Perbé, puisque là donc on a les travaux qui commencent à la mi-mai. Donc on a eu la première réunion avec l'entreprise la semaine passée. Donc bon contact en tout cas, quelqu'un d'assez dynamique, et donc voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Perbé puisque les travaux vont vraiment donc démarrer donc à la mi-mai, devront durer, j'ai plus la durée exacte, mais à mon avis quand même quelques mois, mais voilà, donc en tout cas c'est une concrétisation donc importante du plan d'action de lutte contre les inondations dans notre commune. Sur ces bonnes nouvelles, nous passons au point 5, qui est la convention avec l'INBW relatif aux services écosystèmes en matière de politique locale pour l'énergie et le climat. Oui, voilà, je remets juste un petit peu de contexte assez rapidement. Je vais essayer d'être le plus clair possible, parce qu'il y a des termes un peu spéciaux, POLEC, PEDC, etc. Donc, en gros, en 2008, la Commission européenne a établi la Convention des maires. Pour faire très simple, c'est un engagement politique qui vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le conseil communal de Wallin, du coup, a signé cette Convention des maires en mars 2022. Suite à ça, a découlé un plan, donc le fameux PAEDC dont on parle assez souvent, donc le plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat. Ça a été en juin 2022 que ce plan a été mis avec une vingtaine d'actions. On va pas revenir dessus. Et ce plan a pour objectif en fait de découler des actions pour atteindre les objectifs de la Convention des maires. Et suite à ça, du coup, il y a eu désignation d'un coordinateur POLEC dans la commune, qui est Marie Feller chez nous. POLEC pour politique locale d'énergie climat. Et en fait, ce coordinateur POLEC, donc cette coordinatrice, ici en l'occurrence Marie, veille à ce qu'on suive ce PAEDC pour suivre lui-même la Convention des maires.
Les deux grands objectifs, c'est réduire de 55% nos émissions de CO2 d'ici 2030 et à terme une neutralité carbone en 2050. Depuis 2021, INBOE, donc l'intercommunal, mettait à disposition des coordinateurs POLEC supracommunaux, donc qui nous aidaient sur des projets supracommunaux, mais aussi beaucoup des projets communaux. Donc c'était vraiment un grand lien de contact. Malheureusement, qui était subsidié, et donc ça ne nous coûtait rien pour la commune. Malheureusement, on a annoncé la fin des subsides. Et suite à ça, il y a eu plusieurs échanges, donc je vous passe les détails avec l'INBOE. Ils ont réfléchi, parce qu'il fallait se retourner assez rapidement, à différentes pistes. Il y a eu 2 pistes au final qu'ils ont proposées, à savoir le pack écosystème ou le pack impact. Le pack impact, c'est plutôt pour les communes qui n'ont pas de coordinateur POLEC, comme nous, par exemple, on a Marie, mais il y a des communes qui n'ont pas ou qui n'ont plus le coordinateur POLEC, qui est un pack évidemment plus cher. Et nous, ici, le pack écosystème, donc qui représente un coût de 12 000 € par an, sert évidemment à poursuivre toutes ces actions supracommunales et aussi à avoir toute une série de relais pour différentes actions communales. Donc ici, on serait sur 12 000 € par an. Évidemment, pour cette année, on commencerait en 1er juillet 2026, donc 6 000 €. Et je vais pas passer tout vraiment ce que ça peut apporter à Marie ici et à la commune, mais notamment, il va venir donc le 22, donc c'est mercredi, au comité POLEC donc qui se réunit. Ils nous ont aidé sur la thermographie aérienne. Ça permet aussi de rentrer dans le projet RénoBOE, qui est un peu le parallèle de Corénov, où on aide les citoyens à rénover leur logement pour améliorer la performance énergétique du logement. Et toute une série de choses. Et je précise aussi, donc communication de Marie, qu'en fait il n'y a pas de personne de contact à la région au niveau POLEC. Donc si on ne prend pas ce pack écosystème, c'est vraiment compliqué pour surtout compléter ce fameux fichier, puisqu'au final, pour prouver qu'on a réduit nos émissions, il va falloir compléter un fichier qui n'est pas un simple fichier Excel. On rentre vraiment dans les détails de CO2, etc. Donc ça, c'est par exemple une première aide. D'autres aides pour calculer, voir les impacts de différents projets qu'on pourrait mener. Et donc, on vous demande simplement d'approuver cette convention avec l'INBOE sur le pack écosystème. Y a-t-il des remarques? Oui. Nous, on soutient pleinement la convention, vu que ça va permettre quand même à la commune de bénéficier d'un ensemble d'outils qui ont été cités, et ça va permettre de structurer, de renforcer la politique locale énergie-climat. On voulait juste insister sur un point qui nous paraît essentiel, donc c'est que les outils évidemment ne vont pas suffire à eux seuls. Donc pour que ça se concrétise, il va falloir les moyens financiers et la réelle capacité à mettre en œuvre les projets. Donc voilà, on sera en tout cas attentif, on regardera les projets concrets qui en découlent, puisqu'il faut vraiment voir ce que ça va produire réellement en termes de réduction d'émissions, d'économie d'énergie et aussi d'amélioration du cadre de vie. Donc en tout cas, on a hâte de suivre ce qui va en découler. Voilà. D'autres réflexions? Non? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Nous passons au point 6, convention avec la commune de Chaumont-Gistoux relative à la plantation, l'entretien et la taille de haies. Oui, donc l'agriculteur ici concerné souhaitait participer à l'opération Yes We Plant, qui est en collaboration donc avec la commune, qui est soutenue par la commune ici à Wallin. Mais la terre étant à cheval sur la commune de Wallin et sur la commune de Chaumont-Gistoux, on a eu une réunion avec la commune de Chaumont-Gistoux qui souhaitait aussi le soutenir à ce niveau-là. Et donc, en fait, on propose une convention d'entretien au prorata du nombre de mètres présents sur chaque commune, tout simplement. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Merci. Merci. Point 7, convention de partenariat avec la Fondation Émile Legros relatif à la vente des publications de l'Office du tourisme. Oui, donc on vous demande d'approuver donc une convention entre donc la Fondation Émile Legros qui se trouve à l'ancien café, près au Bon Accueil sur la chaussée. Et voilà. On lui donne donc 30% du prix de vente sur tout ce qu'elle fait. Et je vous invite aussi déjà à y aller parce que franchement, je sais pas si vous avez passé sur Facebook ou quoi, mais vraiment des beaux livres et vraiment l'histoire et c'est pas que faire un dépôt de livres. Elle est là aussi, elle raconte et elle fait connaître Wallin parce que c'est vraiment quelqu'un qui est que beaucoup connaissent ici et voilà. Elle met vraiment Wallin en évidence. Donc voilà, c'est une belle personne et elle mérite aussi d'être mise en avant. Merci. Tout le monde est d'accord?
Merci beaucoup. Point 8, convention de partenariat avec l'ASBL Sport et Formation relative à l'organisation de stages de Lego et sport. Voilà, donc c'est une nouvelle offre qui va en tout cas être proposée ici pour les enfants, donc en matière d'accueil temps libre. Donc comme on a régulièrement de nouvelles offres, ça renforce effectivement donc les possibilités d'activité donc pour les enfants. Ici, l'idée c'est des stages de Lego et de sport. Donc ils font pas des Lego toute la journée, ils ont aussi des activités un peu sportives. Donc pour des enfants de 2 ans et demi à 12 ans, et c'est pour des stages pendant l'été ici. Donc ça viendra compléter donc les possibilités pendant les vacances. Ça se passera à l'école de Wallin, donc c'est 135 € par semaine. Et comme on l'a déjà fait dans d'autres conventions, on met à disposition gratuitement la salle, sauf bien entendu si, on fait payer à partir du moment où il y a des enfants qui ne sont pas originaires de Wallin. Donc il y a 2 € par jour par enfant non domicilié à Wallin, ce qui n'est pas une contribution très importante, mais ça donne un petit avantage. En tout cas, ça favorise à faire plus de publicité sur Wallin, en tout cas pour ce stage. Oui, moi j'avais une petite question. J'étais un peu étonnée du terme approbation, parce que si on va sur le site, tout est déjà annoncé, etc. Donc je sais pas à quoi sert le conseil communal, mais voilà, je trouve que ça aurait mérité certainement une autre formule, et donc pour moi ratification est certainement plus adapté. Alors, il y a aussi d'autres choses qui étaient... Ça leur appartient. Donc, effectivement, si c'est annoncé... Donc, c'est pas embêtant sans accord, qu'on fasse... Enfin, pour moi, une collaboration, c'est quand même les accords, enfin, voilà. C'est pour le fait deux personnes. Si le conseil communal ne l'approuve pas, le partenariat tombe à l'eau. Une ratification, ce serait si, par exemple, l'activité, le stage aurait déjà eu lieu pendant les vacances scolaires précédentes. On n'aurait pas eu le temps de le faire passer au conseil communal. Mais ici, en l'occurrence, comme c'est pour les prochaines vacances scolaires de l'été, le conseil communal est tout à fait en mesure de l'approuver ou de la refuser. Et en cas de refus, on fera part aux partenaires que le partenariat ne se concrétise pas. Oui, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu particulier que ce soit déjà annoncé avant que ce soit passé au conseil communal. Je trouve que par rapport au rôle de conseiller communal, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve pas particulièrement agréable. Autre chose qui était mise sur le site aussi, qui est différent par rapport à la délibération qu'on nous propose ici, c'est le nombre de participants. Sur le site, ils annoncent déjà 30 places. Donc ça, j'étais un peu étonnée de cette différence-là, et je voulais voir un peu ce qu'il en était. Nous, on s'est basé sur les informations qui nous ont communiquées, et donc que vous avez d'ailleurs dans les annexes du point de conseil sur la plateforme IADLib, on a repris les éléments qui nous ont été communiqués. Donc là, je suis effectivement aussi étonné. Déjà à la communication un peu anticipée, on va dire, et alors par rapport aux éléments qui ne seraient pas conformes à ce qui nous a été communiqué. Tu parles d'infos qui sont sur... sur le site, sur le site de la structure. De la structure, oui. Oui, Okay, oui, bien sûr. Parce que... mais donc par rapport à nous, l'information qu'on reçoit, c'est donc pas conforme à l'information que... Donc, voilà, donc ici, nous, la convention, ce qui est proposé, c'est ce qui est proposé, ce qu'on approuve, et c'est ce qui sera mis en œuvre. Donc nous, on va retourner vers eux en leur disant, voilà, ce qui est validé par le Adapter votre communication. Et le cas échéant, si c'est autre chose, on peut toujours modifier la convention, mais il faudra repasser donc au conseil communal. Et donc sur la communication préalable, voilà, à la limite, c'est eux qui prennent le risque de communiquer une formation qui en fait n'est pas encore validée par le conseil communal. Je trouve que par rapport au rôle de conseiller communal, pour moi, c'est quelque chose que je ne trouve pas agréable. On leur a pas demandé de faire de la com. C'est eux qui ont pris l'initiative. Je n'en doute pas, mais je trouve que voilà. Et ça me fait penser d'ailleurs aussi, c'est le cas on remarque aussi cela par rapport à d'autres événements qui sont organisés donc sur le territoire communal, où parfois les événements sont annoncés avant même qu'on ait donné l'autorisation de louer la salle. Donc ça aussi,
aussi, c'est un petit message qu'on peut faire passer. Alors c'est très chouette, bien entendu, on a beaucoup de chance et beaucoup de dynamisme chez nous à Wallin, mais souvent on annonce des événements alors que c'est pas encore validé par le collège, donc c'est un peu du même ordre. Et effectivement, oui. Ici en tout cas c'est une convention qui passe au conseil communal, donc moi je me tiens à mon rôle de conseillère communale, le collège. C'est le principe, donc c'est votre truc. On doit attendre l'autorisation avant de communiquer, c'est logique. Et alors, dernière chose, mais c'est une remarque que j'ai déjà faite, je trouve que, bien sûr, c'est très agréable de diversifier les activités. Par contre, sur le prix, 135 € la semaine, je trouve que c'est un prix qui reste de nouveau quand même assez important pour une semaine de stage. Je sais qu'il va m'être répondu certainement qu'on n'a qu'à aller frapper à la porte du CPS, mais je me demande quand même dans quelle mesure, parce que si je ne m'abuse, il y a des budgets qui ont été supprimés au CPS pour les activités justement des enfants en difficulté. Enfin, en tout cas, c'était les informations que à l'époque j'avais entendues, notamment aussi pour des vacances, hein, pas que pour des stages, mais aussi pour des plaines, etc. Que le budget alloué au CPS pour faire face à ce type de demande avait même, et j'ai entendu d'un président de CPS, disparu carrément de ces caisses. Donc là, je trouve qu'on devrait peut-être réfléchir à une manière d'objectiver à un moment donné une aide du CPS dans ces cas-là, mais que l'information soit donnée aussi aux citoyens. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner de l'aide si l'aide n'est pas nécessaire, mais c'est pas toujours facile quand même pour une question de loisir, d'un stage, d'aller frapper à la porte d'un CPS. Or, pour les enfants, mais c'est aussi important d'avoir des activités quelles qu'elles soient. Et je me demande si le CPS ne pourrait pas réfléchir à une procédure qui permettrait aux gens de savoir, tiens, si je suis dans les conditions et tout, oui, bien sûr, j'aurai quand même une réponse, même s'il n'y a plus de budget. Ou est-ce qu'on se dit, c'est une autre formule, effectivement, on n'a plus les subsides alloués par la région wallonne, et non, il y a une offre qui est accessible, qui est celle des plaines, et tant pis, c'est une autre philosophie. Alors, donc le fonds activation et participation a effectivement été supprimé, mais dans notre budget, on a gardé justement le même montant en fait qu'on avait dépensé en 24, oui, pardon, pour justement favoriser ce genre d'initiative, ce genre de projet qu'un parent aurait pour son enfant. Et dans la déclaration de politique sociale, il y a tout un chapitre dédié aux enfants, donc c'est quelque chose qui nous tient quand même particulièrement à cœur aussi au Conseil de l'action sociale. Donc là, il faut vraiment pas hésiter. On travaille sur le fait de communiquer un petit peu plus sur les services du CPS et de la commune d'ailleurs. Ça sera en collaboration avec la commune, mais il y aura les capsules vidéo dont on avait déjà parlé. Je sais que, en tout cas, au CPS, le personnel est même prêt à ouvrir les portes pour que les personnes puissent aller visiter les locaux et voir un peu comment fonctionne ce CPS. Donc tout ça va arriver, mais on a bien maintenu ce budget, même s'il est plus subsidié. C'est d'autant plus important que la commune met à disposition gratuitement, sauf les 2 € dont tu parlais pour les non-wallinois, mais la commune met quand même à disposition gratuitement des locaux. Donc voilà, pour moi, il doit y avoir du donnant-donnant par rapport aux citoyens. C'est pas juste une pénalité pour les non-citoyens, ça doit être aussi un plus pour les gens qui sont de notre commune. Okay. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. 9e point, fabrique d'église Saint-Joseph et Martin, compte 2025. Oui, il y a 3 comptes de fabrique d'église qui sont tous en boni. Saint-Lambert et Sainte-Thérèse. Voilà. Celui de Sarre, donc on est à 9 741,80 €. Celui de Saint-Lambert à 15 254,13 €. Et à Perbay, on a un boni de 16 553,94 €. Alors on pourrait se dire c'est très chouette, mais souvent ça signifie simplement qu'il y a des dépenses qui étaient prévues à l'extraordinaire qui n'ont pas été réalisées en 2025 et qui vont se réaliser donc en 2026. Et donc les bonis générés vont sans doute être utilisés en 2026 et donc on va avoir un rééquilibrage qui va se faire l'année en cours. Donc voilà, en tout cas on prend acte de ces éléments, on valide donc on approuve donc ces comptes, enfin on vous propose de les approuver en tout cas, et on fera le point lors d'éventuelles modifications budgétaires le cas échéant pour la mise en œuvre en 2026. C'est bon pour les 3? Merci beaucoup. 12e point, Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal IMIO du 2 juin 2026.
Voilà, donc pour rappel, IMIO, c'est une intercommunale qui propose à ses membres des outils et des services informatiques, IT. Donc l'Assemblée générale aura lieu le mardi 2 juin à Suarlé. À l'ordre du jour, tout ce qu'il y a de plus classique. Et parmi l'ordre du jour, 2 points importants. L'approbation du rapport d'activité qui peut se résumer en une certaine forme de croissance, en tout cas de l'entité IMIO. Et il parle beaucoup d'accompagnement des pouvoirs locaux dans la transition numérique, c'est tout à fait à l'ordre du jour. Et le second point important, c'est le bénéfice que vous voyez à l'écran, l'approbation des comptes, mais qui se clôture avec un bénéfice de 182 000 €, 396,69. Pour le reste, pas grand chose, c'est un ordre du jour assez classique pour IMIO. Voici. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. 13e point, règlement relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil communal des jeunes. Voilà, c'est un projet qui est inscrit dans la déclaration de politique communale qui vise à donner finalement une suite au Conseil communal des enfants, donc qu'on a mis en œuvre lors de la mandature précédente et qui est un vraiment très chouette projet qui permet donc tous les ans finalement de sensibiliser donc des enfants à ce qu'est la démocratie, à ce que comment fonctionnent finalement des organes communaux, comment fonctionne une commune, comment on met en œuvre des projets communaux et à concrétiser puisqu'il y a toujours un projet concret qui est mis en place à l'initiative en tout cas donc des enfants. Et donc je pense que c'est vraiment donc une belle réussite au niveau des enfants et donc maintenant on va un cran plus loin et on vise à sensibiliser et donner donc la parole aux adolescents. Alors on sait que ce n'est pas évident, donc on espère effectivement qu'on aura un beau taux de participation, en tout cas un engouement donc par rapport à ce conseil qui nous semble important parce que c'est effectivement une tranche de la population qui est assez difficile finalement donc à consulter, en tout cas à faire remonter leurs besoins donc qui sont spécifiques. Et donc l'objectif est vraiment donc d'arriver à les mobiliser dans le cadre de ce conseil communal des jeunes. De manière très concrète, ce qu'on vous propose aujourd'hui donc de valider, c'est le règlement, puisqu'il faut un règlement, puisque c'est un organe qui est mis en œuvre, un organe d'avis bien entendu, conseil communal qui serait de 8 à 20 membres. On verra le nombre de candidats que nous aurons, destiné donc aux jeunes de 12 à 18 ans qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire, donc c'est le critère effectivement qui est fixé. L'objectif est de renouveler tous les 2 ans, ça permet effectivement de garder donc une équipe en place pendant 2 ans. Ce qu'on propose de valider aujourd'hui, c'est le lancement de l'appel à candidature. Alors sur les réseaux, il y a déjà eu non pas un appel à candidature, mais plus un appel à manifestation d'intérêt pour justement déjà un peu évaluer donc le taux d'intérêt effectivement de ces jeunes par rapport à cette initiative et surtout pouvoir mieux cibler l'appel à candidature en essayant de mettre en avant peut-être des thématiques qui les concerneront de manière plus importante, en tout cas ils les intéresseront de manière plus importante. Voilà ce qui est proposé donc ce soir, donc c'est une continuité finalement de l'action entamée au niveau des enfants et qui vise ici nos adolescents. Juste petite question, un accompagnement extérieur ou pas? Oui, donc ici on est en discussion donc pour avoir un accompagnement extérieur avec une ASBL et donc lorsque ce sera donc concrétisé, on reviendra vers vous bien entendu. Et je suppose que vous avez pris connaissance d'autres communes qui organisaient des conseils des jeunes. Alors, moi personnellement non, mais effectivement je sais que les services ont eu des contacts avec d'autres communes pour voir comment les choses se passaient. Donc, mais j'ai pas d'éléments à donner à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours sur la première communication qui a été faite? Je n'ai pas d'infos par rapport à ça. Non. Okay. Nous, en tout cas, on est très contents de voir la mise en place de ce conseil. On a hâte de voir justement les projets et les avis qui vont en découler. On avait juste une proposition plutôt technique de modification dans le texte parce qu'on dit, on utilise le terme apolitique. Mais au final, nous, on aurait plutôt utilisé le terme apartisan parce que c'est quand même un engagement citoyen. Ils vont quand même apprendre à gérer la collectivité dans l'intérêt général de tous. Et donc, pour nous, on aurait en tout cas remplacé par ce terme-là. Ça nous paraît plus cohérent, mais... apolitique qui serait remplacé par apartisan. Apartisan. Ouais. Moi, je pense qu'il faut peut-être juste apartisan. Voilà. Mais peut-être qu'il faut juste préciser ce qu'on entend par apolitique. C'est n'appartenant pas à un groupe politique.
parce que en fait, faire partie du conseil des jeunes, c'est effectivement faire de la politique Oui, au sens oui. noble du terme. Donc peut-être qu'il faut juste une petite Ouais, précision. ça, on peut peut-être. C'est en ce sens-là préciser dans les qu'on considérants, voit que c'est quand même, pour nous, c'est un engagement des jeunes, donc c'était pas vraiment adapté dans la convention, mais voilà. Ça peut être précisé peut-être dans un considérant. Hein. Oui, maintenant, je ne vois pas très bien l'endroit où ça peut se trouver. Le mot apolitique, il est dans le règlement. Si, je si, pense. oui, dans Ah le oui, oui, règlement, ok, mais on n'en parle pas dans les considérants. Entre parenthèses à la politique, Une définition. hein. mettre n'appartenant pas à un parti. On peut mettre une définition. Ok. Ok. Plus d'autres questions, c'est bon? Merci. 14e point, convention de délégation entre la commune et le CPAS relatif à l'organisation d'une synergie en matière de gestion des bâtiments. Ben voilà, ici aussi, c'est la concrétisation d'un projet qui a déjà été annoncé, dont on a déjà parlé, notamment lors de l'élaboration donc du budget aussi, hein, donc à différentes reprises. Donc il y a eu différentes réunions donc entre les services concernés, entre la commune et le CPS, pour aboutir à ce projet de convention, qui est bien une convention donc de délégation de la mission en tant que telle. Donc ça veut dire que le CPS délègue la gestion de ces bâtiments donc au service communal, qui en a donc la responsabilité pleine et entière. Ça veut dire effectivement qu'il y a une équipe bâtiment donc au niveau du service travaux, avec notamment un responsable de l'équipe, donc qui est une ressource supplémentaire au niveau donc communal, et qui est chargé de mettre en œuvre, de gérer les bâtiments du CPS comme on gère les bâtiments communaux, les bâtiments des écoles, etc. Avec une particularité, c'est au niveau du financement, on prend en charge au niveau communal le financement pour tout ce qui est relatif, on va dire, au fonctionnement courant. Par contre, tout ce qui serait lié à de l'extraordinaire, donc voilà, un agrandissement, des travaux importants, le remplacement des châssis du CPS, tout cela serait donc toujours imputé au budget du CPS. Mais en tout cas, la passation, le lancement de marché, etc., c'est aussi une manière, une forme d'économie, d'échelle aussi qu'on peut retrouver donc à ce niveau-là pour faire en sorte d'avoir une harmonisation et une plus grande efficacité finalement donc dans la gestion de cette mission. Au niveau du contrôle de la synergie, donc il y a un comité de suivi qui est mis en place et qui entre guillemets rendra compte, si on veut, au comité de concertation commune CPS, qui reste, on va dire, l'organe de pilotage des différentes synergies. Des questions? Je sais pas si tu veux. Non, tu as tout dit, c'est très voilà. Mélanie, tu n'as plus rien à ajouter. Voilà. Alors nous passons au 15e point, qui est la délégation de pouvoir au collège communal pour procéder à l'engagement, à la promotion et au licenciement des agents contractuels et pour accomplir tous les actes de gestion relatifs à ce personnel. Bon, voilà, c'est pas un point hyper stratégique, mais c'est un point très important puisque ça permet d'assurer la gestion courante au niveau de la gestion du personnel, et c'est en fait la reconduction d'une délégation qui existe, qui avait été prise à l'époque en 2020, et donc on doit renouveler chaque mandature, chaque nouvelle délégation, et celle-ci se terminait, elle était un peu décalée par rapport aux autres. C'est terminé il y a 6 mois. Elle s'est terminée il y a 6 mois, et donc ici on vous demande donc de l'approuver pour la suite. Oui, moi j'ai pas de souci sur l'approbation, mais simplement je trouve que sur des décisions importantes, style licenciement, à huis clos, je trouve que ce serait intéressant qu'on ait une petite information quand il y a des décisions de ce type-là, parce qu'on est quand même souvent interpellé par la suite, et voilà, c'est plus facile de cadrer des choses quand on a une information qui est juste et correcte. Donc moi je demanderais juste qu'il y ait un petit point qui soit fait à huis clos quand il y a des décisions. Oui, je parle pas des recrutements, ça de toute façon on en parle généralement, mais quand il y a un licenciement, je trouve que c'est quand même important. Pas de problème. C'est prévu d'ailleurs dans la résolution. Oui. Oui, mais il n'est pas encore vu. Peut-être pas encore eu de licenciement. Si, il y en a eu. Ils sont rares, heureusement. Pas beaucoup, allez. Eh bien voilà. Ainsi se termine le conseil communal de ce soir.
Merci pour votre attention. J'avais juste une petite question avant de passer à huis clos. Il y a eu une réunion MAGSM. Je voulais avoir un petit peu votre retour par rapport à cette réunion et le suivi que vous comptez ou pas y apporter. Donc oui, donc cette réunion, c'est une réunion qui n'était pas obligatoire et donc on a estimé nécessaire pour pouvoir informer correctement donc la population par rapport à ce projet. On avait la chance d'avoir à cette réunion, d'une part l'opérateur en tant que tel qui a présenté donc son projet, mais aussi donc un représentant de l'ICEP, donc de l'Institut scientifique de services publics de la région Wallonne, qui était là surtout pour expliquer, répondre aux questions d'impact potentiel sur la santé des rayonnements, etc. Et donc c'était très intéressant d'avoir effectivement donc son apport. Donc il y avait une participation, j'ai plus les chiffres, mais environ une trentaine de personnes, entre 20 et 30 personnes, je pense, de mémoire. Non, à la réunion, voilà. Donc ça a amené différents débats. Donc je pense que c'était intéressant d'avoir ces échanges. Donc il y a un PV qui a été réalisé donc de cette réunion, PV donc qui est joint donc à la procédure d'enquête. Il y a une enquête donc effectivement publique qui a été réalisée. Ça, moi je sais pas si Guillaume tu les as, les infos concernant le nombre de personnes. Réaction. Et donc suite à cela, nous on a émis donc un avis. On a remis un avis favorable sur le projet, moyennant la transmission bien entendu donc de toutes ces remarques et observations qui ont été réalisées par des citoyens, en ce compris donc le PV de la Réunion. Et il appartient, c'est pas nous qui délivrons le permis, c'est la fonctionnaire déléguée, fonctionnaire technique. Et là on n'a pas encore d'infos. Je ne sais plus quel était le délai par rapport à la délivrance ou le refus du permis. Mais en tout cas, de notre point de vue, on a effectivement remis un avis favorable sur le projet. D'autres petites questions? Plus? Non? Eh bien, voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Tormonte. Bonne nuit. Déjà? Ah ben, nous pas encore. Merci. Bonne soirée, merci.